Bonjour grand-père. Bonjour Martine, tu vas bien? Oui grand-père. Reprends le bouquin de Flaubert, Bouvard et Pécuchet, et recherche le chapitre où les deux amis veulent étudier ensemble l'anatomie. La malle de falaise leur amena un des bonshommes du Pérozou. Mais qu'est-ce que c'est grand-père? Continue, tu vas voir. Il était de couleur brise, en peau, avec d'innombrables filets bleus, rouges et blancs le bariolant. Grand-père, explique-moi. Eh bien, voilà. Les étudiants en médecine ont besoin de connaître le corps humain dans toute sa complexité. C'est assez difficile à apprendre sur les dessins, si bien qu'il a fallu créer des bonshommes qui se démontent comme un jeu de construction. À Saint-Aubin-des-Crovilles, un petit village de l'Eure, au pied d'une vieille église du XVIe siècle, est érigé un monument à la mémoire d'un enfant du pays, un docteur, le docteur Ozou. C'est lui qui, le premier, en 1822, a réussi à fabriquer un de ces bonshommes en carton. Un peu plus tard, il créait là une humble industrie où l'on confectionne depuis ce temps-là ce que l'on appelle des écorchés. Je l'ai visité jadis. Elle est, m'a-t-on dit, demeurée la même, et ce sont toujours les procédés de fabrication de son fondateur que l'on suit. C'est toujours, à ce qu'il paraît, la même grande marmite, où doucement cuit une pâte composée d'eau et de farine, semblable un peu à celle que ta maman te fait quand tu as envie de coller des images. On y ajoute toutefois divers éléments, des déchets de papier, du chanvre, de la scure, de façon à obtenir une pâte bien consistante que l'on tourne pendant de longues heures. Mais cette pâte n'est pas terminée lorsqu'elle est arrivée à cuisson et que l'ouvrier, avec une vieille cuillère à peau, éteint son feu. Pas du tout. Elle devra reposer et vieillir plusieurs semaines avant d'être utilisée dans des moules de plomb, délicatement travaillées et enchâssées en de lourdes pièces de chêne. Ces moules, dont beaucoup sont l'œuvre du docteur Ozou lui-même, sont nombreux, et j'en ai vu des centaines et des centaines, hétéroclites et bizarres, disposés dans de profondes et curieuses étagères, mais soigneusement placés et étiquetés selon leur série. Je vais te raconter comment j'ai vu fabriquer l'un des modèles les plus difficiles, un modèle de cerveau. Une ouvrière dispose dans un moule de petits morceaux de papier soigneusement encollés sur les deux faces. Il s'agit d'épouser rigoureusement les sinuosités, de recouvrir toutes les surfaces de couches de papier, de manière à obtenir une sorte de carapace, une croûte qui formera l'extérieur de la pièce. C'est un travail très délicat, et c'est de lui que dépendra non seulement la bonne forme, la bonne présentation, mais la solidité même de la pièce. Et ceci, c'est le soin que l'on apporte au cartonnage. Le moule cartonné passe entre les mains d'un ouvrier dont la patience n'a rien à envier à celle de la cartonneuse. Il s'agit en effet de remplir les creux de la pièce à l'aide de la fameuse pâte dont je t'ai parlé tout à l'heure. Pincé par pincé, un marteau manié avec agilité la tasse et la fait pénétrer dans les moindres petits creux de la forme. Pour donner encore plus de solidité à cette sorte de noyau, il dispose dans son épaisseur des petites tiges de fer qui en formeront l'armature. Cette opération porte un nom très simple que tu retiendras facilement. Il s'appelle le terrage. Elle demande beaucoup de temps, beaucoup de soin, beaucoup de méticulosité, et ma petite enfant, de la patience comme dans bien des choses de la vie. Le moule de la pièce est évidemment constitué de deux formes qui se juxtaposent. Le cartonnage et le terrage devront donc être effectués sur chaque forme. Alors, on enduit de colle chacune des deux parties
qui constituent le moule, on les rapproche afin de les mettre sous presse. Oh, la presse, dire de quand elle date, ce serait bien difficile, au moins de la création de l'établissement. Mais sa vieille vis tourne toujours et applique sur le moule une pression qui est de l'ordre de plusieurs tonnes, très certainement. Après quelques jours, au cours desquels la pièce a pris complètement le relief désiré et dégorgé la plus grande partie de son humidité, l'ouvrier la dessert doucement, oh, tout doucement. Et il retire le moule qu'il emporte sur une table, non sans peine, parce que il est lourd, je t'assure. Que cet ouvrier-là fasse grande attention au moment de l'ouvrir, car la pièce est encore humide et d'une certaine fragilité. Oh, elle supporte quand même les secousses, mais des coups trop durs risqueraient de la détériorer. C'est à l'aide d'un petit outil en forme de palette que le praticien décolle l'une après l'autre les éléments de plomb qui adhèrent au carton. C'est merveilleux de le voir, tapoter tout doucement par petits coups, afin que l'une après l'autre, les parties mobiles se détachent doucement, tranquillement. Après un dernier coup de marteau, la pièce elle-même dans sa structure quasi définitive. Car tout n'est pas fini. Au pinceau, un autre ouvrier applique de la colle afin de réparer les petits accidents qui ont dû se produire au cours du démoulage. Pendant ce temps-là, à l'aide d'un vieux chariot assez archaïque, on reporte en place dans leurs casiers respectifs toutes les pièces qui ont servi parmi quelques 3000 autres, où elles attendront d'être réemployées un prochain jour, car la fabrication ne chôme pas. Dans la cour de l'usine, c'est la curieuse exposition de corps humains en pièces détachées. La seconde partie sera ce que l'on appelle l'ajustage. En effet, la pièce sortant du moule présente une quantité de petites imperfections qu'il s'agit de retoucher. À l'aide de la pince et du tranchet, on enlève les parties indésirables. À la pâte, au contraire, on ajoute de la matière là où elle manque, un peu comme la nature lorsqu'elle répare mystérieusement une fracture. Les vieux ouvriers sont chargés, eux, de l'ajustage proprement dit. Travail excessivement délicat, car il faut poser nombre de petites viroles, de petits axes, de crochets, de charnières qui permettront d'articuler les différentes parties du modèle. Ce travail minutieux est exécuté avec un souci d'exactitude, une conscience qui, pour certains ouvriers, par exemple, représente 20 années d'application. Je me souviens de leur habileté déconcertante, qui n'a d'égal que leur savoir-faire et leur patience, et il faut bien le reconnaître, une jolie petite pointe d'amour-propre. On a recours à de menus fils de laiton pour fabriquer les vaisseaux. Si tu voyais l'agilité des doigts qui les fabriquent, on les entoure de chanvre et c'est admirable de voir ces mains qui travaillent, qui confectionnent cet arbre vasculaire, comme disent les médecins, dont les moindres ramifications s'étendront jusqu'aux confins des tissus musculaires. Les vaisseaux ainsi constitués sont reportés sur la pièce aux endroits précis indiqués par les anatomistes. L'exactitude la plus rigoureuse est la règle absolue qui préside à la fabrication. Je te l'ai dit, les ouvriers connaissent à fond l'anatomie et l'on raconte plaisamment que le docteur Ozu fit confondre par 3 d'entre eux quelques-uns de ses éminents confrères en Sorbonne. Les pièces ne seront terminées qu'après avoir été peintes. La couleur leur donnera toutes les apparences du vrai. Cette 3e phase de la fabrication est très spectaculaire et tu vas comprendre pourquoi. Les pièces qui jusqu'à maintenant prenaient forme
et restaient ternes et grises, vont brusquement se parer de couleurs excessivement vivantes. Auparavant, elles seront méticuleusement et largement revêtues d'une sous-couche à base de colle. Il s'agit d'imprégner profondément le carton afin de permettre à la peinture d'adhérer pleinement. C'est ensuite qu'on les voit passer entre les mains d'ouvrières habiles qui, broyantes et malaxantes, dosant des couleurs fines, les mélangeront à petits coups de pinceau, tel un artiste sur sa palette, afin d'obtenir le ton propre à chaque élément imposé par un code international. Les artères seront rouges, les veines bleues, les nerfs blancs, et ceci explique l'étonnement de Bouvard et Pécuchet lorsque dans leur fournis ils déballèrent le bonhomme que la malle de Falaise venait de leur apporter. C'est dans l'atelier de peinture qu'on met la dernière main au modèle. Les muscles prennent couleur et on leur donne leur fin relief. Les derniers nerfs sont posés et peints. Les pièces sont vérifiées, vernies, nettoyées. Chaque organe est monté et assemblé sur le modèle définitif. Je ne sais rien de plus étonnant que cette fabrication, membre par membre, organe par organe de corps humains. C'est absolument extraordinaire, non seulement de couleur, mais de vie. Je vois en pensée le pinceau léger de cette ouvrière qui n'arrête point de recomposer ce que la nature a fait. Je revois aussi cet autre pinceau léger coller le nerf pneumogastrique qui suit l'aorte au long du cœur. On croirait que le docteur Ozou a prévu la chirurgie moderne. Quand je pense que j'ai vu peindre le nerf récurrent, excuse-moi mon petit, je me laisse emporter, comme si j'étais toujours jeune étudiant, ou comme un professeur d'anatomie plastique. Ai-je tellement tort? Au fond, c'est une belle histoire que je te raconte là, et c'est une bien belle leçon de choses que le docteur Ozou d'Écroville continue à travers toutes les facultés du monde à donner à nos futurs docteurs. Qui me regarde, je voudrais aussi que tu aies pu voir tout ce que j'ai vu à Écroville, et tu comprendrais mieux, si tu fais un jour ta médecine, comment en particulier entre les doigts de ces filles, quelque chose d'extraordinaire peut naître qui est un œil. Le poète a eu raison de dire que les yeux étaient aussi beaux que des fleurs. Oui, c'est une féerie, malgré les attitudes surprenantes que l'on a des pièces que l'on fabrique et la vision de ces têtes décorchées dans une symphonie de couleurs qui est au fond un bel hommage à la vie. Allons mon petit, pardonne à mon enthousiasme et reprends pour ma joie l'admirable Flaubert, grand romancier des lettres et chirurgien du cœur. Les maîtres de Germaine s'étaient plu à lui montrer le bonhomme. Elle avait couru de suite chez l'épicier pour conter la chose, et tout le village croyait maintenant qu'il recelait dans leur maison un véritable mort. Fourreau, cédant à la rumeur publique,